L'automne à Berlin était empreint d'une fraîcheur qui rappelait l'histoire récente d'une ville encore en pleine reconstruction. Klaus Hermann arriva de Hambourg avec une simple valise en cuir et une réputation qui le précédait. À 42 ans, il était l'un des plus éminents ingénieurs du métro allemand, spécialisé dans l'évaluation des réseaux souterrains vieillissants et abandonnés. Sa carrière reposait sur des rapports méticuleux et une compréhension presque intuitive des infrastructures souterraines. C'est cette expertise qui avait incité la Berliner Verkehrsbetrieb à lui confier une mission unique et délicate. Les autorités chargées des transports de la ville étaient alors dans les premières phases d'un ambitieux projet de réunification. Une étude complète des tunnels scellés du métro est allemand. 10 ans s'étaient écoulés depuis la chute du mur en 1989, mais sous la ville réunifiée, les divisions physiques de la guerre froide subsistaient, ensevelies sous le béton et le silence. L'objectif était double. Évaluer l'intégrité structurelle de ces passages, oubliés en vue d'une éventuelle intégration future dans le réseau moderne, et documenter officiellement un chapitre caché de l'histoire de Berlin avant qu'il ne disparaisse complètement. Pour Klaus, un homme qui voyait de la poésie dans les plans et de l'histoire dans les rails rouillés, c'était la convergence parfaite entre son devoir professionnel et une mission profonde. Dans un bureau spartiate donnant sur la place animée Alexanderplatz, le chef de projet lui a donné des instructions. Les cartes étalées sur la table étaient des plans originaux de l'Allemagne de l'Est, estampillés de cachets officiels défraîchis. Ils étaient connus pour leurs inexactitudes et omissions délibérées, vestiges de la paranoïa qui avait présidé à leur élaboration. L'équipement de Klaus était à la pointe de la technologie en 1900. Le GPS portable serait pratiquement inutile sous terre, ses signaux étant bloqués par des mètres de terre et de béton. Il compterait sur ses radios pour communiquer, ses lampes torches industrielles pour voir, et surtout sur son expertise pour naviguer dans ce labyrinthe. Alors qu'il quittait le bureau, une pluie fine commença à tomber, nettoyant la ville moderne. Klaus ressentit un frisson d'anticipation, une excitation sobre. Il n'était pas un aventurier, mais un ingénieur. Pourtant, il se voyait accorder l'accès à un monde figé dans le temps, un atlas secret de la guerre froide. Il allait en être le cartographe, le premier témoin de sa génération. Le poids de cette responsabilité ne lui pesait pas comme un fardeau, mais comme un privilège. Il entrait dans l'histoire et avait l'intention de la ramener à la lumière, méticuleusement documentée. Les préparatifs de Klaus étaient méthodiques, un rituel d'une précision professionnelle. Dans son espace de travail temporaire, une chambre louée donnant sur une cour morne de Berlin-Est, il disposa son équipement sur le lit. Le récepteur GPS portable, un Magellan Trailblazer, était une merveille de la technologie grand public pour l'époque, mais il savait que ces signaux deviendraient inutilisables dès qu'ils descendraient. Ce n'était qu'un outil de surface, un moyen de confirmer les coordonnées de surface des points d'accès qui lui avaient été fournis. Ses principales aides à la navigation seraient les cartes. Il ne s'agissait pas de guides touristes. C'étaient les plans originaux du métro allemand, prêtés par les archives des autorités chargées des transports. Le papier était fragile et jauni, l'encre avait pris une teinte sépia. Ils étaient marqués des tampons et des annotations d'un état disparu, et Klaus les manipulait avec le soin d'un archiviste. Il savait qu'ils étaient réputés pour contenir des erreurs délibérées, des jonctions mal étiquetées et des tunnels de service omis, héritage du secret qui avait entouré la construction et l'entretien du réseau pendant la guerre froide. Les recouper avec les quelques documents déclassifiés de la Stasi disponibles fut un travail minutieux, mais qui révéla des indices intrigants sur le labyrinthe souterrain. Le puits d'accès qu'il devait emprunter en premier se trouvait dans le quartier de Mitte, non loin de l'endroit où se dressait autrefois le mur. Il s'agissait d'une trappe en fer rouillé et sans inscription, encastrée dans un terrain vague, dissimulée délibérément à une époque où de telles entrées devaient être oubliées. Les rumeurs locales que Klaus avait consignées avec soin dans son journal faisaient état de structures instables, de sections délibérément inondées à des fins de sécurité, et même de la possibilité que d'anciens obstacles non répertoriés aient été laissés sur place, à une époque plus paranoïaque. Il ne considérait pas ces informations comme des histoires de fantômes, mais comme des données non vérifiées, des variables potentielles dans l'équation structurelle qu'il s'apprêtait à résoudre. Il prépara son sac, des lampes torches puissantes, des piles de rechange, une radio portable à portée limitée, une trousse de premier secours, de la craie pour marquer son chemin, et un appareil photo 30. Le poids du sac était une promesse physique du poids historique qu'il s'apprêtait à porter. Debout devant la trappe ouverte, un courant d'air froid et humide, venant à sa rencontre, Klaus ressentit une solennité silencieuse. Ce n'était pas une aventure, mais une fouille archéologique, dans les fondations même de la ville divisée. Il alluma sa lampe torche, dont le faisceau perçait l'obscurité profonde, et commença sa descente dans le passé. Les bottes de Klaus touchèrent le sol poussiéreux avec un bruit sourd qui résonna de manière anormale dans le silence absolu. Il resta immobile pendant un long moment,
laissant ses yeux s'habituer à la pénombre, et ses sens s'imprégner de la réalité des lieux. Le faisceau de sa lampe torche traçait un chemin blanc et net dans l'atmosphère épaisse de poussière en suspension, et le silence profond de plusieurs décennies. Il se trouvait dans une Gasterbahnhof, une gare fantôme, préservée comme dans un musée depuis le jour où elle avait été fermée à double tour au plus fort de la guerre froide. L'air était frais et dégageait une odeur distincte et sèche de béton, de vieux papier, et une légère odeur métallique provenant des rails inutilisés. Sa lampe balaya le quai, éclairant des détails figés dans le temps. Des affiches de propagande défraîchies, toujours collées aux murs carrelés de céramique, vantaient les réalisations de la République démocratique allemande. L'une représentait des travailleurs robustes marchant vers un avenir radieux sous la bannière de l'unité socialiste. Une autre mettait en garde contre la décadence morale de l'Occident avec des images dramatiques et saisissantes. Les couleurs, bien que ternies par la poussière, conservaient une vivacité provocante. Un guichet se trouvait à proximité, ses vitres embuées, une fine couche de poudre grise recouvrant le comptoir où un employé avait autrefois pris place. Klaus avançait lentement, ses pas étant le seul bruit perceptible. Il sortit son appareil photo et commença à tout photographier, le clic de l'obturateur résonnant de manière surprenante dans cet espace clos. Il nota l'état des poutres, celui des rails, l'absence remarquable de vandalisme ou de détérioration. C'était un instantané parfaitement préservé de mine. Le professionnel en lui cataloguait les données, mais l'historien en lui ressentait une profonde admiration. Il marchait dans un moment que l'histoire avait ignoré. Après avoir effectué une première reconnaissance des environs immédiats, il détacha sa radio de sa ceinture. Le grésillement statique lorsqu'il appuya sur le bouton du microphone sembla violer le silence sacré. Base, ici Hermann. J'ai atterri au point d'accès principal et je me trouve actuellement sur le quai de l'ancienne station Marx-Engels-Platz. L'environnement est stable, aucun signe d'intrusion récente ou de dommages structurels importants. La station est... Je procède à la documentation initiale. Terminée. Sa voix était calme, posée, le ton d'un rapport professionnel. Mais ceux qui l'écoutaient à la surface auraient pu détecter une légère tension dans sa voix, une énergie à peine contenue. Il était le premier à être témoin de cela depuis près de 40 ans. Il coupa la communication, et le silence revint envahir l'espace que sa voix venait d'occuper. Il jeta un dernier coup d'œil autour de lui, le faisceau de sa lampe s'attardant sur un horaire, étalement oublié, toujours affiché sur un pilier, puis se retourna pour s'enfoncer plus profondément dans la gorge sombre du tunnel. Au cours des jours suivants, Klaus Hermann devint une créature des profondeurs. Chaque matin, il descendait dans l'obscurité fraîche et silencieuse, et chaque soir, il remontait avec des pages de notes denses, des rouleaux de pellicules photographiées, et le sentiment grandissant d'avoir communié avec un monde perdu. Sa mission consistait à cartographier systématiquement le réseau labyrinthique de tunnels abandonnés, en se concentrant principalement sur les sections coupées des lignes U1 et U2, qui reliaient autrefois l'Est et l'Ouest. Le travail était minutieux et semé d'embûches physiques bien réelles. Il rencontra de longues sections, où les tunnels étaient partiellement inondés d'une eau stagnante et huileuse, qui reflétait la lumière de sa lampe torche d'un éclat malsain. La profondeur et la stabilité de ces sections étaient inconnues, l'obligeant à faire de longs détours par d'étroits couloirs d'entretien, ce qui ralentissait sa progression à un rythme prudent. Les descentes quotidiennes de Klaus Hermann dans les tunnels du métro, qui n'étaient au départ que des repérages, se transformèrent en une exploration approfondie et systématique. Au cours d'une semaine, il cartographia méticuleusement les artères sectionnées du passé souterrain de la ville, en se concentrant sur les sections abandonnées des lignes U1. Chaque journée commençait par le même rituel, vérifier son équipement, revoir les schémas souvent contradictoires de l'Allemagne de l'Est, puis descendre dans l'obscurité fraîche et silencieuse, un monde où le temps s'était arrêté. Le réseau s'est révélé être un véritable labyrinthe, un réseau complexe de lignes principales, de tunnels de service et de passages d'urgence, dont beaucoup ne figuraient sur aucune carte officielle. Les progrès étaient lents et méthodiques, dictés par des défis techniques très réels. Il a rencontré de longues sections où l'eau souterraine s'était infiltrée, créant des flaques peu profondes et stagnantes, qui masquaient les rails et reflétaient le faisceau de sa lampe torche dans une lueur vacillante et inquiétante. Dans d'autres sections, le plafond présentait des signes de cancer du béton, des éclats et des barres d'armature apparentes, qui laissait entrevoir une faiblesse structurelle. Il nota chaque danger dans son journal de bord, son esprit d'ingénieur calculant en permanence la répartition des charges et les points de rupture potentiels, conscient que ces tunnels n'avaient pas été renforcés ni inspectés depuis près de 40 ans. Ses rapports radio à la surface restaient professionnels, mais un fil de fascination croissante se tissait à travers ses descriptions factuelles. Il parlait de l'ampleur de l'infrastructure abandonnée, de la qualité de la construction d'origine et de la conservation étrange de détails tels que les panneaux vintage et les armoires de service intacts.
La solitude était profonde, rompue seulement par le goutte à goutte de l'eau, le bruissement de choses invisibles dans l'obscurité et le son de sa propre respiration. C'était un silence chargé d'histoire. Le 5e jour, dans une voie de garage isolée de la ligne principale U2, sa lampe éclaira une rame de métro rouillée. Il s'agissait d'un modèle de classe GI, un modèle utilitaire aux formes carrées, qui était autrefois courant sur les voies de Berlin. Elle était abandonnée sur les rails, sa peinture rouge et crème délavée et cloquée, recouverte d'une épaisse couche de poussière. L'une de ses vitres était craquelée. Klaus s'approcha lentement, ses pas résonnant dans l'espace confiné. En regardant à travers la vitre sale, il vit le fantôme de son dernier voyage. Des rangées de sièges en vinyle vide, un ticket jeté sur le sol, une publicité défraîchie pour une brasserie d'État encore collée au mur. Il passa près d'une heure à documenter la voiture, le flash de son appareil photo, crépitant dans l'obscurité. Mais ses notes allaient au-delà de l'évaluation structurelle. Il se surprit à spéculer sur l'élément humain, les banlieusards qu'il avait empruntés pour la dernière fois, le conducteur qui avait fermé ses portes pour la dernière fois avant que cette partie de la ville ne soit coupée. Il ne s'agissait plus seulement d'une étude technique, mais d'une fouille archéologique sur l'expérience vécue d'un Berlin divisé. Chaque tunnel qu'il cartographiait, chaque vestige qu'il documentait, lui donnait l'impression d'être une page retrouvée d'un livre perdu. Il était seul, mais il dialoguait avec le passé, et plus il s'enfonçait, plus la conversation devenait captivante. Lundi 15 novembre, l'exploration de Klaus l'avait conduit profondément sous l'ancienne bande de la mort, dans les tunnels qui longeaient le cœur symbolique de la guerre froide, Checkpoint Charlie. L'air semblait encore plus immobile, si cela était possible, et le poids de l'histoire était palpable. Le faisceau de sa lampe torche balayait les murs qui se trouvaient à quelques mètres seulement d'une frontière autrefois patrouillée par des soldats, ayant pour ordre de tirer pour tuer. En fin d'après-midi, le faisceau de sa lampe révéla quelque chose d'extraordinaire. Le tunnel débouchait sur une section plus large, une station relais ou une zone d'attente désaffectée depuis longtemps. Et là, silencieuse sur des rails qui semblaient mener à un mur de briques massif, se trouvaient 3 voitures de métro. Contrairement à la rame rouillée de classe GI qu'il avait découverte quelques jours plus tôt, celle-ci semblait remarquablement bien conservée. Leur peinture, bien que ternie par la poussière, était intacte. Les vitres n'étaient pas fissurées. Il y avait un manque de délabrement presque surnaturel, une propreté étrange qui défiait l'environnement humide et délabré des tunnels environnants. C'était comme si cet espace avait été hermétiquement scellé. Klaus s'arrêta à une distance respectable, sa prudence professionnelle l'emportant sur sa curiosité immédiate. Il devait évaluer la sécurité structurelle de la zone autour des wagons avant de s'en approcher directement. La dernière lueur disparaissait de la surface. Il était temps de faire son rapport. Il détacha sa radio. Les grésillements furent brefs, la connexion exceptionnellement claire compte tenu de la profondeur à laquelle il se trouvait. Base, ici Herman. Rapport final pour le 15 novembre. Sa voix était calme, posée, avec le ton professionnel qu'il employait tous les jours. Mais on percevait une subtile note d'impatience, celle d'un homme qui vient de trouver ce qu'il cherchait depuis longtemps. J'ai atteint la zone d'enquête près des anciennes coordonnées du Checkpoint Charlie. Le tunnel est intact ici. J'ai localisé une zone de garage, contenant 3 wagons de métro. Leur état de conservation est remarquable, bien supérieur à tout ce qui a été documenté jusqu'à présent. Il semble s'agir de modèles de la fin des années 1000. J'ai l'intention de procéder à une inspection complète de l'extérieur et de l'intérieur dès demain matin. Cela me prendra toute la journée. C'est tout pour aujourd'hui. Terminé. Il attendit la brève confirmation de la surface, puis termina comme à son habitude. Herman, terminé. Le silence qui suivit fut total. Il jeta un dernier regard sur les voitures immaculées, dont les contours étaient à peine visibles à la lisière de la lumière. Elles formaient une image parfaite, intacte. Demain, il ouvrirait la porte. Il se retourna et entreprit le long chemin obscur qui le ramenait vers le puits d'accès, son esprit déjà occupé à planifier le travail du lendemain, sans se douter qu'il venait de prononcer ces derniers mots à destination du monde extérieur. Le matin du 16 novembre 1999 commença comme d'habitude, au bureau de coordination de la surface de l'autorité des transports. L'opérateur radio tenta l'appel prévu à 8 heures. Herman, ici la base. Répondez, s'il vous plaît. Seul un sifflement statique lui répond. Personne ne s'inquiéta immédiatement. Les communications radio à cette profondeur souterraine étaient notoirement peu fiables, sujettes à des zones mortes et à des interférences provenant des couches de terre et des infrastructures. Le protocole de Klaus lui accordait un délai de 2 heures pour atteindre un endroit où le signal était plus fort. À 10h15, aucun contact n'ayant été établi, une légère alerte de procédure a été déclenchée. L'opérateur a tenté de le joindre toutes les 15 minutes, mais chaque appel n'a été accueilli que par le même silence. À midi, l'ambiance dans le bureau est passée de la routine à une inquiétude palpable. Klaus Herman était un homme aux habitudes méticuleuses,
Un retard de cette ampleur ne lui ressemblait pas. Le chef de projet a été informé. Ils ont tenté de contacter son hôtel pour confirmer qu'il n'y était pas retourné de manière inattendue. Un appel a été passé à son domicile à Hambourg, où sa sœur, inquiète, a confirmé qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles. L'après-midi s'est déroulé dans un état d'angoisse suspendue. Les appels radio se sont poursuivis, désormais toutes les 5 minutes, la voix de l'opérateur devenant de plus en plus tendue à chaque appel, restait sans réponse. Ils ont revérifié ses dernières coordonnées connues lors de la dernière transmission, près du checkpoint Charlie, mais sans signal en direct. Sa position exacte dans le labyrinthe de tunnels restait inconnue. À 16h30, alors que l'obscurité hivernale s'installait sur Berlin, l'inquiétude se transforma en alarme. La possibilité d'une panne d'équipement était éclipsée par des scénarios plus probables, tels qu'une chute, un effondrement ou une urgence médicale, dans un endroit où aucun secours ne pouvait l'atteindre. À 17h, le chef de projet a fait la déclaration officielle. Klaus Hermann était porté disparu. Le protocole pour une personne disparue dans un environnement à haut risque a été déclenché. Une équipe spécialisée dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain a été mobilisée, mais la complexité d'une descente nocturne dans des tunnels dangereux et non répertoriés a rendu impossible une intervention immédiate. Ils se rassembleraient à l'aube. Le bureau est tombé dans un silence pesant, le sifflement régulier de la radio rappelant de manière obsédante le vide qui s'était ouvert sous leurs pieds, engloutissant l'un de leurs meilleurs éléments. À l'aube du 17 novembre, l'équipe de recherche s'est rassemblée à l'entrée principale du puits Amit. Il s'agissait d'une unité spécialisée, formée au sauvetage en milieu urbain et en espace confiné, dont l'équipement reflétait sobrement les capacités de l'époque. Ils étaient équipés de puissantes lampes halogènes, de radios VHF portatives avec une capacité de relais limitée et d'un équipement d'escalade de base. Leurs casques étaient équipés de lampes frontales et ils portaient des combinaisons résistantes et des masques respiratoires pour se protéger de la poussière, de la moisissure et de la qualité inconnue de l'air en profondeur. Leur guide principal était la documentation méticuleuse de Klaus Hermann. Ils ont étudié ses notes manuscrites, les symboles tracés à la craie, pour expliquer son itinéraire et les coordonnées qu'il avait enregistrées à chaque intersection importante avant que son signal GPS ne soit perdu. C'était une carte dessinée par l'homme qu'ils recherchaient, un paradoxe qui conférait à leur mission un caractère urgent et sinistre. Ces notes étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elles révélaient l'étonnante complexité du réseau dans lequel il avait évolué seul et mettaient en évidence les nombreux dangers qu'il avait déjà identifiés. Des zones inondées, des arches instables et le risque omniprésent d'un effondrement soudain de structures intactes depuis 40 ans. Descendant dans l'obscurité, l'équipe avançait avec une prudence acquise par l'expérience. Le faisceau de leur lanterne semblait faible face à l'obscurité écrasante, n'éclairant que de petits cercles du monde humide et délabré. Ils suivaient les flèches tracées à la craie par Klaus, une piste fragile laissée par un homme qui n'était plus là. Le silence était profond, rompu seulement par le bruit des bottes dans le gravier humide, les gouttes d'eau et les brèves communications radio tendues entre les membres de l'équipe. Ils atteignirent sa dernière position confirmée, la zone près du checkpoint Charlie qu'il avait décrite dans sa dernière transmission. Ces marques à la craie s'arrêtaient là. Ils trouvèrent l'empreinte poussiéreuse où ils s'étaient agenouillés pour prendre des notes, mais rien d'autre. Aucun équipement abandonné, aucun signe de lutte, aucune indication sur la direction qu'il avait pu prendre à partir de là. Les 3 wagons de métro immaculés qu'il avait signalés se trouvaient plus loin dans le tunnel, sombre et silencieux, mais le protocole de l'équipe interdisait toute diversion dans la recherche immédiate de l'homme disparu. Les progrès étaient extrêmement lents. Chaque tunnel latéral devait être inspecté, chaque vide potentiel derrière un tas de gravats évalué. Le risque d'effondrement était constant, ils pouvaient entendre de temps à autre le grondement du béton qui se tassait au fond du labyrinthe. Les sections inondées devaient être sondées avec précaution afin de déterminer leur profondeur et leur stabilité avant de pouvoir être traversées. Et chaque pas était accompagné de la crainte tacite de trouver d'anciennes munitions. Les rumeurs selon lesquelles des mesures de sécurité datant de la guerre froide avaient été laissées dans ces espaces scellés les rendaient méfiants envers chaque recoin sombre. Les propres notes de Klaus les avaient avertis de ces dangers, et c'était désormais eux qui les empêchaient de le retrouver. À la fin de la première journée, ils avaient parcouru moins d'1 kilomètre de tunnel, leurs lampes explorant une obscurité infinie et indifférente qui avait englouti l'un des leurs. Pendant 3 semaines, les équipes de recherche ont passé au peigne fin le réseau souterrain fermé. Leurs efforts étaient exhaustifs, un exercice sinistre et méthodiquement futile. Ils ont élargi leur zone de recherche à partir de la dernière position connue de Klaus, vérifiant minutieusement chaque puits d'entretien
chaque conduit de ventilation et chaque espace vide suffisamment grand pour cacher un homme. Ils ont utilisé des échosondeurs portables pour sonder derrière les éboulis instables et ont traîné des grappins dans les eaux profondes et troubles, dans l'espoir d'une prise qui ne venait pas. Le labyrinthe, comme l'avaient prédit les notes de Klaus, était à la fois vaste et d'une complexité redoutable. Ces flèches tracées à la craie, désormais effacées par le passage des bottes des sauveteurs, semblaient se moquer de leurs efforts, menant partout et nulle part. Les dangers que Klaus avait documentés sont devenus les principaux obstacles de la recherche. Une partie du plafond du tunnel près de la Potsdamer Platz s'est effondrée sans prévenir, enseignant une équipe de débris et obligeant à fermer toute cette branche pendant plusieurs jours pour effectuer des travaux de conciliation. Dans un autre tunnel, une sonde de reconnaissance a perturbé une poche de gaz nauséabond, nécessitant une évacuation complète jusqu'à ce que la qualité de l'air puisse être vérifiée. Les rumeurs que Klaus avait notées dans son journal, concernant des puits cachés et des pièges datant de la guerre froide, ressemblaient moins à des histoires qu'à des explications plausibles de sa disparition. Chaque journée se terminait par la même transmission radio à la surface, aucun signe, poursuite des recherches à l'aube. À la 3e semaine, l'espoir s'était réduit à une simple formalité. Les ressources nécessaires pour poursuivre l'opération étaient immenses et le risque pour le personnel de sauvetage devenait de plus en plus difficile à justifier. Une réunion fut convoquée au siège de l'autorité des transports. Les ingénieurs ont présenté leur évaluation. Le scénario le plus probable était que Klaus avait rencontré l'un des dangers qu'il était chargé de détecter, à savoir un puits de maintenance caché, qui ne figurait sur aucune carte. Un effondrement soudain et localisé du tunnel, qui avait enseveli toutes les preuves. La conclusion officielle était tragiquement ironique. Klaus Hermann, expert en infrastructures souterraines, avait été vaincu par l'histoire enfouie qu'il cherchait à préserver. Le 8 décembre 1999, les recherches actives au sol ont été officiellement suspendues. Klaus Hermann a été déclaré disparu, présumé mort. Un bref communiqué a été publié dans la presse évoquant les dangers inhérents au réseau abandonné. On se souvient de lui comme d'un ingénieur dévoué, victime de la lutte permanente de Berlin pour réconcilier son passé divisé. La trappe d'accès dans le quartier de Mitte a été scellée une fois de plus solidement et définitivement qu'auparavant, enterrant le mystère de sa disparition dans les profondeurs des fondations de la ville. Chapitre 9. La redécouverte 5 ans plus tard, à l'automne 2000. Financée par une coalition d'associations historiques et le ministère de la Culture de la ville, un projet a été lancé pour transformer une partie du réseau souterrain fermé en une exposition publique. L'objectif était de préserver un élément tangible de la division de la ville et de permettre aux visiteurs de se promener dans une véritable gastherbe. Le projet nécessitait d'accéder à des zones fermées depuis la construction du mur en 1960. Une équipe d'ingénieurs spécialisés a été engagée, équipés de radars à pénétration de sol, GPR et de capteurs structurels avancés. Leur premier objectif était un segment de tunnel situé à proximité du checkpoint Charlie, identifié dans les archives historiques comme un site potentiellement intéressant. Les relevés GPR ont révélé des anomalies, des vides et des signatures métalliques qui ne correspondaient pas parfaitement aux plans originaux de l'Allemagne de l'Est, laissant entrevoir les inexactitudes que Klaus Hermann avait été chargé de découvrir 5 ans plus tôt. Après plusieurs semaines de reconnaissance et de planification minutieuse, l'équipe s'est préparée à percer un point d'accès muré près de la Wilhelmstrasse. Le mortier, datant du début des années 1960, était friable et a facilement cédé sous les coups des découpeurs industriels. Lorsque les dernières briques ont été retirées, un courant d'air froid et immobile s'est échappé, emportant avec lui une odeur de poussière et de métal vieilli. Les ouvriers ont dirigé des lampes à haute intensité vers l'ouverture, leur faisceau traversant une obscurité intacte depuis plus de 4 décennies. Ce qu'ils ont découvert les a laissés sans vie. Le tunnel était parfaitement intact, ses rails brillaient encore faiblement sous une couche uniforme de poussière. Et là, immobile sur les rails comme s'il attendait son prochain départ, se trouvait un wagon de métro. C'était un exemple parfait d'un modèle de la fin des années 1950, dont la peinture, une combinaison distinctive de crème et de bordeaux, était remarquablement préservée. Il n'y avait ni rouille, ni trace de dégradation, ni graphite. C'était un moment figé dans le temps, une relique si parfaitement conservée, qu'elle semblait défier les lois de la nature. Les ouvriers ont contacté la surface par radio, la voix étouffée par l'émerveillement. Ils s'attendaient à trouver des débris et des traces de dégradation, mais ils avaient découvert une capsule temporelle. Le faisceau de la lampe de travail transperçait l'obscurité totale du tunnel, éclairant la rame de métro avec une austérité presque théâtrale. Elle était posée sur les rails comme si elle venait d'être placée là quelques instants auparavant,
et non abandonné depuis plus de 40 ans. L'air qui s'échappait du tunnel ouvert était frais et transportait une étrange sécheresse métallique, dépourvue de l'humidité caractéristique du reste du réseau. La voiture elle-même était une relique immaculée, sa livrée crème et bordeaux seulement ternie par une couche uniforme de poussière. Il n'y avait aucune trace de rouille, aucune vitre brisée, aucun signe de l'effondrement lent qui avait emporté les autres sections. C'était un îlot de préservation dans une mer de ruines, un paradoxe qui mit immédiatement les ouvriers sur le qui-vive. Prudemment, ils s'approchèrent de la porte la plus proche. L'un des ingénieurs, à l'aide d'un pied de biche, parvint à l'ouvrir avec une précision minutieuse. Le mécanisme protesta par un grincement métallique aigu qui résonna de manière inquiétante dans le tunnel silencieux, mais il s'est... L'intérieur fut révélé par la lumière balayant la pièce, des rangées de sièges en vinyle, poussiéreux mais intacts, des publicités vintage encore collées au mur et un sol, recouvert d'une fine poudre grise. C'est alors que la lumière tomba sur la silhouette assise au 3e rang. Assis bien droit, comme s'il attendait patiemment un train qui ne viendrait jamais, se trouvait un squelette humain. Il était vêtu des restes en lambeaux de vêtements d'extérieur modernes, une veste et un pantalon résistant qui avaient miraculeusement échappé à la décomposition totale. Les os étaient propres et d'un blanc ivoire, disposés dans une posture paisible et naturelle. Il n'y avait aucun signe visible de traumatisme, aucune fracture du crâne, aucune vertèbre déplacée, aucune trace de lutte. Une main reposait doucement sur le siège à côté de lui, l'autre était posée sur ses genoux. Sur le sol poussiéreux à sa droite, disposé avec une netteté presque maniaque, se trouvait un ensemble d'équipements. Une radio portable, dont le boîtier était fissuré par le temps, mais toujours reconnaissable. Un GPS Magellan Trailblazer. Une lampe torche puissante, un carnet, dont les pages avaient fusionné sous l'effet du temps et de l'humidité, gisait à côté d'un appareil photo. La scène était d'un calme inquiétant, une nature morte abandonnée qui n'avait aucun sens logique. Les ouvriers étaient figés, seul le bourdonnement de leurs lampes et leur respiration allaitante venaient rompre le silence. Ils avaient trouvé une capsule temporelle, et elle avait été occupée. L'enquête qui a suivi a été exhaustive, impliquant des spécialistes médico-légaux, des ingénieurs en structure et des historiens de la guerre froide. Ils ont méticuleusement documenté la scène, leur propre lumière se joignant désormais à celle de l'équipe de construction pour éclairer l'impossible. Les restes de Klaus Hermann ont été identifiés grâce à ses dossiers dentaires et les effets personnels, trouvés soigneusement rangés à côté de lui. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune indication de famine ou de déshydratation, seulement la posture tranquille d'un homme qui, inexplicablement, s'était simplement arrêté. Les ingénieurs ont inspecté le tunnel de bout en bout. Il était définitivement scellé. La maçonnerie aux deux extrémités était d'origine et n'avait pas été touchée depuis 1900. Il n'y avait pas de passage secret, pas de conduit de ventilation assez large pour laisser passer une personne, pas de défaut structurel qui aurait pu permettre d'y pénétrer par le haut ou par le bas. Un radar à pénétration de sol confirma l'intégrité de la terre et du béton environnant. La rame de métro elle-même ne montrait aucun signe d'avoir été déplacée ou ouverte depuis des décennies. La poussière était épaisse et intacte, à l'exception du chemin emprunté par l'équipe de découverte. Les historiens ont épluché tous les dossiers de la Stasi et les archives des autorités de transport. Aucun n'indiquait que cette section spécifique du tunnel avait été utilisée ou accessible après sa fermeture. C'était un coffre-fort parfait et oublié. Les psychologues consultés sur l'affaire ont spéculé en silence sur les effets profonds d'un isolement extrême, sur la possibilité d'une rupture avec la réalité après des jours passés seuls dans l'obscurité et le silence absolu. Mais même cette théorie ne parvenait pas à expliquer l'impossibilité physique. Comment était-il entré? Le rapport officiel conclut à une mort accidentelle, mais les notes qui l'accompagnaient étaient un véritable modèle de perplexité professionnelle. Le mystère était profond et insoluble. L'histoire de Klaus Hermann devint un récit édifiant, non pas sur la négligence, mais sur la nature cachée et piégeuse de certains espaces, sur la façon dont l'histoire pouvait parfois rattraper ceux qui cherchaient à la dévoiler. Son squelette retrouvé sur un siège d'un train qui n'allait nulle part témoignait en silence, et pour toujours des ombres qui planaient encore au cœur de la ville réunifiée, rappelant que certaines portes, une fois fermées, ne sont pas destinées à être rouvertes.